Hop. Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà parlé des qualités que je trouvais en vidéo des Sony, malgré le fait qu'il y a quelques petits problèmes, et pourquoi je trouvais, et je trouve toujours, que c'est les appareils photo les plus flexibles pour faire de la vidéo. Parce que s'il fallait faire un choix au final, et ce qui est vrai, c'est qu'aucun appareil photo ne regroupe toutes les qualités qu'on veut, quoique avec Nikon j'en découvre absolument tous les jours, mais ça montre aussi certains défauts d'ergonomie assez étranges. Mais du coup voilà, donc je filme avec le Nikon Z8, j'ai mon système Holyland Mark 1 d'enregistrement à distance, voilà, pour le tester. Donc pour voir si c'est bon, et je suis obligé de me mettre en mono dessus parce qu'il n'accepte pas la stéréo. Voilà, tout simplement. Et je suis avec le Viltrox 24 mm. Donc là, on va parler des avantages et des inconvénients de chaque marque d'appareil photo, que ce soit en photo ou en vidéo, en essayant de ne pas oublier certaines choses, donc en termes à la fois d'ergonomie et de qualité interne. Alors en photo, ça va aller vite, hein, parce que de tout ce que j'ai testé, la qualité en RAW est toujours très très bonne. Il y a certes certains appareils photo qui vont exposer plus ou moins correctement, suivant mes goûts, mais suivant ce qu'ils sont censés faire. Et donc on va parler un petit peu de ça ici, en commençant par Panasonic. Panasonic, ils ont vraiment fait un retour étonnant, et ça se traduit par par des ventes assez exceptionnelles, et c'est vraiment bien pour eux, hein, parce que ils n'étaient pas vraiment en grande forme, et enfin, en demandant à Sony un capteur avec la détection de phase, ils sont arrivés à faire leur grand retour en améliorant avec ça leur stabilisation. Donc c'est pas pour ça, pour moi, que l'autofocus est parfait. En photo, c'est devenu pour moi dans la partie physique, hein, parce que moi je détache détection et autofocus pur, parce que pour moi c'est déjà des fois un peu exagéré de dire que Canon est le meilleur autofocus, parce que c'est en grande partie à cause de sa détection. Mais du coup, pour moi, Panasonic, c'est devenu vraiment très très bon. Je le placerai en troisième position derrière Sony, le grand Sony, et derrière Nikon, étonnamment. Alors Nikon, pas sur toute sa gamme, mais sur ses derniers appareils photo, et remarque Panasonic, tous les autres appareils photo avant le S5 II ne sont pas vraiment très doués pour faire l'autofocus, que ce soit en photo ou en vidéo. Beaucoup moins en vidéo. Mais voilà. Du coup, on a une grosse amélioration, très très précis comme autofocus. Par contre, le suivi est bon, mais très mauvais dans les zones sombres, et c'est basiquement ce qui va être le plus gros défaut des Panasonic, c'est que il semble qu'ils n'aient pas vraiment la puissance de calcul nécessaire pour pouvoir faire en sorte d'avoir un autofocus stable dans les zones sombres, et ce en photo et en vidéo. Par exemple, ça se traduit notamment, même avec une très très bonne détection des visages, par et ben, au bout d'un moment, votre visage est détecté, l'autofocus ne se fait plus. Donc il y a un problème dans l'algorithme qui fait que l'autofocus n'arrive plus à suivre. Et donc par exemple, si je filme dans la forêt, c'est souvent là que j'aurai des problèmes avec des Panasonic. Après, question ergonomie, il n'y a aucun problème sur les Panasonic. Étonnamment, le viseur, enfin étonnamment, pas étonnamment, parce que une dalle seule, donc une définition seule d'un viseur, ne justifie pas une qualité de viseur, mais donc les viseurs Panasonic sont très très bons. Le seul truc qui va être dommage, c'est qu'en photo, on est que en prévisualisation à pleine ouverture, et je vous ai déjà dit les défauts que ça avait, par exemple le focus shift sur certaines optiques, notamment les optiques macro, en fonction de l'ouverture. Donc il peut y avoir des petits soucis de comment dire ça, de point de netteté si vous n'êtes pas à pleine ouverture, ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, aujourd'hui, normalement, la plupart des optiques modernes n'ont plus ce problème-là, elles sont beaucoup plus contrôlées que celles d'avant. Il y aura aussi ce petit problème où quand vous faites l'autofocus dans des zones sombres, le viseur s'assombrit, mais à part ça, le viseur est aussi piqué qu'il puisse être, et le logiciel de prévisualisation, donc l'image qui est transmise à vos yeux sur l'écran pour
comment dire ça, regardez si la photo est nette, a un fichier qui est vraiment très très bon. Ça doit être autre chose que le JPEG parce qu'on a vraiment une netteté assez exceptionnelle. On peut zoomer beaucoup dans l'image qu'on ne pourrait pas faire sur ordinateur par exemple. Donc l'extrapolation est très bonne. Et du coup, on voit très très bien si on a des photos nettes ou pas, avec une très bonne résolution de détail. Donc c'est vraiment très très bon de ce côté-là et c'est les meilleurs pour moi. Voilà. Les autres ont beau être bien, lui, c'est vraiment le meilleur. Et côté ergonomie, on n'a pas trop de problèmes. On a les 3 molettes qu'on aurait sur d'autres appareils photo. Les boutons sont bien placés. Le boîtier fait assez résistant. Donc il n'y a vraiment aucun problème du côté des Panasonic. Et côté caractéristiques photo et vidéo, on a quelques petites innovations qui sont très très intéressantes, notamment le mode haute résolution photo qui est le meilleur qui existe. On n'a pas... les plus mauvais, c'est Nikon et Canon, qui font des trucs qui sont vraiment pas décents. Donc c'est pour ça que je m'en sers pas, sur le Z8 en tout cas. Mais le Panasonic est vraiment super convaincant à faire des photos 98 millions de pixels, c'est ça je crois, 96, un truc comme ça, en interne, et avec la capacité de le faire avec la stabilisation. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller la voir. Et du coup en vidéo, on aura ces outils d'exposition avec le vector scope qui peut être vraiment intéressant pour voir si votre LUT donne des couleurs intéressantes, donc précises si vous voulez quelque chose qui ressemble, qui ait des couleurs naturelles. C'est surtout pour ça que le vector scope existe, c'est pour vérifier la précision de vos couleurs en fonction d'une charte, le vector scope. Et sinon, vous avez la waveform qui est un outil d'exposition assez exceptionnel parce que si vous voulez avoir tout le temps l'exposition optimale, donc vous pouvez vraiment voir si vous écrêtez vos blancs ou vos noirs et voir tout ce qui se passe dans la scène, contrairement à un histogramme, et voir que tout ce qui est exposé et comment. Donc ça peut vous apporter une aide pour exposer votre sujet ou des choses dans le genre. Par contre, on ne va pas avoir les false colors qui peut être toujours intéressant, mais on ne les a pas ici. On a aussi tous ces formats alternatifs au moins sur le S5 IIX, donc à savoir en plus du H265 Longop, on va avoir de l'Olintra en H265, c'est dommage qu'on ne l'ait pas aussi, enfin en H264 pardon, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas en H265. Et il y a pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'appareil photo en CF Express de type B plein format, cet avantage d'avoir des CF Express de type B qui permettent de faire des enregistrements internes sans avoir à dépenser une fortune, parce que c'est ça le défaut du S5 IIX. Si vous voulez faire le Intra qui n'est pas du ProRes, puisque le ProRes ne peut pas s'enregistrer sur une SD, et ben vous avez besoin de V90 et ça devient vite très cher. Parce que, je vous le rappelle, une 128 Go, ça coûte le prix par exemple de la carte du Z8 qui fait 512 Go, qui est une CF Express de type B, qui peut enregistrer le NRAW. Voilà, c'est juste pour vous le rappeler. Et du coup, il y a quand même un avantage, vous allez me dire, c'est le SSD, mais ça en déplaira toujours à certains parce que c'est un enregistrement externe sur un disque externe, enfin un SSD externe. Mais du coup, ce SSD, ça apporte aussi une grosse qualité du boîtier. C'est comme on peut faire à la fois du ProRes RAW et du BiRAW, en plus du ProRes 422HQ. C'est dommage qu'on n'ait pas les versions un petit peu plus basses. Je crois qu'on a le 422 quand même sur le S5 IIX. Et ben, on peut facilement passer d'enregistrement sur SSD à prendre son SSD et le remettre sur son enregistreur externe, par exemple le Blackmagic Video Assist 12G pour faire le meilleur BiRAW qui existe, à savoir qu'il est réglable dans tous les paramètres, donc c'est vraiment un RAW complet avec réglage d'exposition et changement de balance des blancs qui n'influent pas trop, de manière très minimale en fonction de l'exposition et de la balance des blancs de base, donc vraiment quelque chose d'assez agréable. Et il suffit juste d'avoir
formater le SSD sur le S5 II X et le Video Assist le prendra naturellement puisque lui il n'a pas besoin d'avoir un formatage spécifique, donc ce qui est plutôt bien. Après le seul truc c'est si vous voulez utiliser le SSD pour mettre d'autres choses de votre projet, ne le reformatez pas puisque l'appareil photo lui il a besoin que le disque soit formaté de sa façon. Après si vous rajoutez des dossiers dans le SSD, ça ne posera pas de problème. Il faut juste qu'il soit formaté pour le S5 II X. En plus, bien évidemment, chez Panasonic, ça a été les premiers à faire l'Open Gate, donc c'est quand même toujours quelque chose d'agréable et ça donne une vision du futur qui sera vraiment très très bonne, même si Panasonic, je pense, sur leurs optiques, au moins fabricants, devrait un petit peu se bouger les fesses, parce que bien que les constructeurs tiers comme Samyang ou d'autres vont arriver sur la monture, puisqu'ils ont signé le fait de venir sur la monture L, notamment ça risque pas d'arriver puisque c'est un peu, ils sont un peu pas très, comment dire ça, amis avec Sigma. Mais voilà, Panasonic, c'est aujourd'hui un peu les meilleurs appareils photo hybrides qui vont être disponibles pour un prix pas cher, pour à la fois bien faire de la photo et de la vidéo, avec certains inconvénients, hein, il faut bien se le dire, mais à ce prix-là, c'est des inconvénients qui seront acceptables et ça donne une très très bonne vision du futur de Panasonic qui se relève très très bien en 2023. Donc maintenant, passons à Canon. C'est toujours comment dire ça, une relation que j'ai avec Canon. À la fois, je les trouve assez géniaux parce que c'est un petit peu ma Madeleine de Proust de la photo, puisque j'ai commencé avec Canon, même si Nikon me faisait déjà de l'œil à l'époque. J'ai quand même du temps du réflexe toujours trouvé les Nikon un petit peu meilleurs, notamment les capteurs Sony. Mais du coup, on n'est pas là pour parler de ça. Niveau photo, il n'y a plus aucun problème sur le R3, même le R6 et R6 Mark II. La dynamique est au rendez-vous. Leur RAW compressé sans perte n'a jamais été aussi bon, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ils ont la meilleure stab photo qui existe, ça il faut le dire, hein, lié au fait qu'avec le R3 on a ce mode filet qui certes impacte votre rafale électronique, mais fait en sorte d'avoir les photos les plus nettes à des vitesses super basses au téléobjectif, ce qui est vraiment très très bien. Ça vous pouvez permettre de faire des filets vraiment très très bons sans avoir de flou parasite, en ayant juste le flou que vous voulez sur une photo de filet, ce qui est normal. Pardon, je fais un petit peu des rototos. Mais donc, moi ce que j'adore chez Canon, c'est leurs innovations technologiques, même si ça peut paraître un petit peu gadget. Moi j'adore l'ergonomie du R3 notamment, ces petites touches, genre ce petit joystick infrarouge ou qui est tactile, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et ça vous permet par exemple en vidéo, si vous n'êtes pas sûr de la détection, de bouger une zone sans faire bouger l'appareil photo, et c'est vraiment pour moi quelque chose d'exceptionnel. Et on a bien évidemment l'autofocus qui est dirigé par l'œil, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir sur tous les appareils photo. Même si je m'en sors très très bien avec un Sony ou un Nikon, c'est vraiment quelque chose où quand je vais sur Canon, c'est naturel, je peux utiliser n'importe quel mode autofocus sans aucun problème, donc je ne suis pas tout le temps obligé d'utiliser le mode suivi, ce qui est intéressant parce que le mode suivi est très très mauvais chez Canon. Voilà, c'est dit parce que la partie physique de l'autofocus ne me convainc pas forcément chez Canon, en mode non intelligent, juste collimateur à un endroit avec l'eye autofocus, c'est vraiment très très bon. Mais ce qui est, comment dire ça, ce qui va être suivi, donc non intelligent, à savoir détection d'une zone et rester accroché à elle, ça ne fonctionne pas du tout. C'est même, je le classerais le pire derrière Fujifilm. Donc dans le premier des plus mauvais serait Canon, Fuji, Panasonic, Nikon, Sony. Voilà, pour dire Nikon, Sony, ce serait assez équivalent pour moi, au moins pour le Z8, parce que j'en ai pas testé d'autres et ceux d'avant n'étaient pas très très bons de ce côté-là. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Par contre, voilà, ce que je peux dire, c'est que leur détection de sujet est la meilleure qui existe. Même si Sony est juste derrière, il y a quand même encore certains trucs où la détection Canon fait la différence, mais pour moi ça n'en fait pas assez pour que l'autofocus soit dit comme étant aussi bon qu'il est. Pour moi, le fait que l'autofocus Sony soit très très bon de manière non intelligente et intelligente fait que même si la détection est un peu moins bonne, je prendrais Sony comme meilleur.
et voire même Nikon aussi. Mais voilà. Mais là où pour moi Canon a le plus gros problème, et c'est ça qui va être assez dommage pour moi, c'est vraiment en vidéo. La stab, contrairement à la photo, parce que comme la photo c'est une image, que la stab elle fasse du wobbling, on s'en fiche un peu, tant que l'image est figée, il n'y a pas de problème. Mais Canon a vraiment ce problème où au final c'est pas possible en vidéo. Il y a du wobbling partout. Lorsque je suis au 14-35, les fichiers sont très altérés par ce wobbling et ça c'est vraiment dommage parce que au-delà ça pourrait être vraiment très cool. Mais voilà, donc là je vais essayer de checker, voir si mon exposition est toujours correcte. Donc je suis passé à 2.8 parce que là il commence à faire nuit, hein, ou juste moche. Donc je suis passé à 2.8, j'étais à 7.1 au début, passé à 5 puis à f2.8. Et donc voilà, c'est de ce côté-là, moi, où je trouve que Canon a un petit peu des défauts. Alors, ils ont quand même des grosses qualités, mais ils vont mettre ça que dans certains appareils photo, donc c'est un petit peu dommage. Par exemple, l'autofocus juste par détection des sujets sur le R6 et le R8, je dis oui, mettez-la par exemple sur le R3 aussi. Et je serais content, mais pourquoi vous ne le faites pas Canon? C'est vraiment quelque chose de très dommage et ça m'embête vraiment beaucoup de ce côté-là. Il y a aussi la compensation de la variation, donc du focus breathing qui est maintenant sur le R6 Mark II, toujours pas sur le R3 ou sur n'importe quel appareil photo sorti avant le R6 Mark II. Et donc voilà, de ce côté-là, je ne comprends pas la stratégie de Canon qui va être un peu celle de Sony, mais je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas non plus. Certes, ils nous donnent des super firmware, mais contrairement à Sony, ils ne vont pas forcément juste faire un nouvel appareil photo. Mais dans les firmware, ils vont juste nous donner certaines nouvelles fonctions très intéressantes, je dis pas sur le R3, mais pas mettre les fonctions intéressantes des autres boîtiers qui sont moins haut de gamme. Pourquoi sur un R3, on n'a pas ce qu'on retrouve sur un R6 Mark II, alors qu'au final, le R3 est bien plus haut de gamme que le R6 Mark II. Voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas au final chez Canon. Et puis voilà, aussi le log. Alors je ne sais pas si ça vient uniquement de la courbe log, mais au final, lorsque vous enregistrez un log, que ce soit C-Log ou C-Log 3, d'ailleurs maintenant il n'y a plus de C-Log dans les appareils photo, c'est que du C-Log 3, à exposition nominale, c'est très très bruité. Si vous augmentez ce que je fais à 1.3, c'est bien meilleur. Par contre, c'est très très dur à travailler. Par très très dur, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de latitude dans la correction de dynamique. Donc les informations qui ne sont pas là, elles ne sont pas là, elles ne seront jamais là. Et les conversions d'espace colorimétrique, ça se passe pas très bien, puisque c'est comme ça que j'ai essayé de voir si le log marchait bien, c'est de voir si je le convertissais dans autre chose, et ben ça se passait bien. Et typiquement, le log 3, c'est le seul log où je ne peux pas faire toutes les corrections que je veux dessus, comme ce que je fais sur les autres logs que je réadapte après, un peu à ma sauce pour que ça se passe bien. Là, c'est absolument pas possible. Donc c'est un petit peu dommage, et donc c'est juste une théorie, mais pour moi c'est juste que l'échantillonnage en amont, donc à savoir ce qui est extrait de l'image pour passer en 10 bits, n'est pas, beaucoup plus élevé que 10 bits. Et par exemple, sur la plupart des appareils aujourd'hui, c'est du 14 bits qui est ramené en 10 bits, et ça permet, même si on n'a pas les informations concrètement dans notre fichier, d'avoir un échantillonnage qui est bien meilleur et donnant une qualité de log bien meilleure, ce qui n'est pas le cas ici, et c'est assez regrettable. Et du coup, mon R3, c'est l'appareil photo que j'utilise le moins pour faire de la vidéo, parce que c'est celui qui est le moins agréable à utiliser, tout simplement. Après, pour ce qui est de l'écran arrière, il est vraiment très très bon, mais je vois pas vraiment où la définition, peut-être que moi je suis pas sensible personnellement à ça, mais je vois pas où la définition avantage l'appareil photo. C'est très très bien d'avoir 4 millions de points. C'est d'ailleurs la dalle, je parle de l'écran arrière, avec le plus de points qui existent sur le marché en ce moment, puisque tous les autres tournent autour de 2 millions, et sinon les Sony sont toujours à 1 million.
C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc peut-être pas sur la 7R5 qui est maintenant à un écran à 2 millions, mais il y a plein de variations assez étranges de ce côté-là. Mais du coup, le viseur, en fait, la façon dont on d'opérer les Canon, c'est d'opérer toujours sur le même genre de logiciel de base. Donc quand on passe d'un R6 à un R5, on voit un petit peu l'augmentation de définition du viseur, mais la perception est la même. Donc ça, c'est des avantages et des inconvénients. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant sans vraiment de plus. On voit assez bien la scène et c'est assez agrandi et ça marche vraiment plutôt bien en termes d'exposition. Mais tout est un petit peu plus surexposé et noir que ce qu'on aurait sur l'image RAW au final lorsqu'on la développe sur l'ordinateur, ce qui n'est pas le cas sur tous les appareils photo. Donc l'expérience de ce côté-là avec le viseur, enfin la dalle du viseur de 5,46 millions de pixels, de points, pardon, n'est pas forcément la meilleure qui existe, mais c'est plutôt pas mal. Du coup, maintenant, passons à Fujifilm. De ce côté-là, ils ont la même dalle que ce qu'auraient les Canon, enfin surtout le Canon R3 pour le viseur, mais le viseur est vraiment très agréable. Les optiques sont bien meilleures que celles du X-T4. Là, on peut balader son œil dans tout l'oculaire sans avoir de déformation ou d'image qui devient floue, ce qui était le cas sur le X-T4, et ce qui était pour moi très dérangeant et pour, je pense, certains porteurs de lunettes aussi dérangeant. Donc voilà, de ce côté-là, c'est vraiment réglé au moins sur le XH2 et le XH2S, puisque le XT5, il a la dalle de 3,69 millions de pixels, mais je ne sais pas si les optiques sont les mêmes que sur le XH2 et le XH2S. Cependant, il faut faire attention à un truc, le viseur est très très petite base parce que la dioptrie est réglée au minimum. Donc elle n'est pas centrée sur la position œil d'être humain normaux, c'est vraiment sur la position la plus petite. Donc si vous voulez lui donner son agrandissement original qui est indiqué sur la fiche technique, il va falloir cliquer l'écran jusqu'à 12 pardon, parce que c'est 24 crans en général sur tous les appareils photo. Et puis voilà, vous aurez un très très bon viseur, une très très bonne expérience. Et le viseur, comme sur les Canon modernes, avec l'avantage sur Canon de pouvoir dire ou non pour améliorer l'autofocus, de faire l'exposition à ouverture réelle. Je crois que chez Fujifilm c'est toujours à ouverture réelle, mais il faudrait vérifier, mais j'ai plus de Fujifilm sur moi pour vérifier. Donc niveau normalement netteté en fonction des ouvertures, vous n'aurez pas du tout de problème avec un Fujifilm. Côté expérience photo, pour moi, il n'y avait aucun problème. Certes, il y a un peu de rolling shutter si on fait de l'obturation électronique, mais on a quand même ces 15 images par seconde en obturation mécanique, mais c'est là où l'autofocus va montrer ses limites en single shot. Ça marche très très bien, mais en rafale, le XH2 par exemple ne suivra pas. Le XH2S, c'est un tout autre animal, et il ne faut pas confondre les deux autofocus, parce qu'il y en a vraiment un qui est fait pour vraiment avoir une masse de pixels, et donc même s'ils ont le même processeur, le XH2S avec son capteur à mémoire embarquée, donc stacké, sera toujours bien meilleur. Et puis voilà. Donc en termes de photo, c'est bien. Stabilisation photo, ça marche plutôt bien chez Fuji, étonnamment, contrairement à Panasonic, parce que je ne l'ai pas dit ça. Très bonne stabilisation vidéo, mais il semble qu'en photo, je ne sais pas pourquoi, la stabilisation marche beaucoup moins bien que n'importe quoi d'autre, même un Sony. Donc c'est assez étrange. Chez Fujifilm, c'est l'inverse, très bonne stabilisation en photo, pas très bonne en vidéo, même pas bonne du tout. Donc l'utilisation de gimbal un petit peu obligatoire, ou de rig plus ciné sur l'épaule. Et puis voilà, donc en termes de vidéo, c'est vraiment plutôt pas mal fourni, avec le gros avantage d'avoir tous les ProRes disponibles, enfin tous les ProRes 422 du moins, donc le ProRes 422 HQ, 422 et 422 LT. Avec ma préférence pour le 422 LT, que ce soit en 4K ou en 8K, parce que c'est celui qui aura le bitrate le moins élevé. Il sera toujours aussi décompressé qu'un autre ProRes, mais il sera encore plus facile à lire pour votre ordinateur et prendra beaucoup moins de place pour le coup, même si ça prendra toujours au final plus de place que n'importe quel autre type d'enregistrement compressé.
Et du coup, même en H265, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a le bitrate qui est, ou le data rate, donc le nombre de mégabits par seconde, qui est réglable en interne comme on veut, de 720 à 50 mégabits par seconde. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune indication à savoir lequel est le mieux pour votre enregistrement. Parce que ce soit en 4K ou en 1080p, avoir 720 mégabits en 25 ou 24 images par seconde, ça ne servira à jamais à rien. Surtout en 1080p où déjà la définition de base n'utilisera pas un nombre de mégabits aussi élevé de manière efficiente. Donc c'est un peu une perte de temps et de place d'utiliser ce type de mégabits par seconde, puisque ça enregistre des détails qui ne sont pas présents. Mais on a quand même l'option, ce qui reste quelque chose d'agréable, lorsqu'on veut avoir une flexibilité d'enregistrement, se dire ah j'ai plus beaucoup de place, je vais peut-être un petit peu enlever des mégabits. Et puis voilà, mais passons maintenant au gros problème de Fuji. D'ailleurs c'est ça qui m'a fait quitter Fujifilm au final. Donc il y a bien évidemment la stab, mais c'était pas le pire. Je pouvais accepter plus ou moins l'autofocus qui marche, mais des fois à des petits OK, on va dire ça comme ça. Mais les optiques Fujifilm où l'interaction avec le boîtier sont vraiment pas agréables du tout. C'est ça qu'il faut dire. Je ne sais pas pourquoi, sur les optiques natives Fujifilm, le focus pull en vidéo est impossible. Même en photo, on a des à-coups. Donc le moteur ne marche pas de manière douce. Donc faire du focus pull en focus manuel, c'est impossible, c'est pas agréable, c'est pas joli. Et donc voilà, il n'y a que les Viltrox ou d'autres optiques, sûrement les Sigma, qui peuvent avoir un focus pull qui va marcher correctement. Mais il y a un autre problème, c'est qu'on a le même effet de saute dans le moteur. Donc je ne sais pas si c'est de l'algorithme ou si c'est juste les moteurs à l'intérieur des objectifs, mais normalement les Viltrox ne le font pas sur d'autres boîtiers. Donc je pencherais pour un problème dans l'algorithme Fujifilm, c'est que tout ce qui utilise l'ouverture automatique fait des sautes d'exposition en mode c'est pas doux en fait, l'iris bouge en sautant et c'est très désagréable. Donc c'est dommage. Mais du coup ça donne des enregistrements qui sont absolument inutilisables et donc c'est pour ça que moi j'ai plus voulu utiliser Fujifilm. Même si malgré tout, on va regarder ça, hop. Voilà, je me suis remis à une ouverture descente, même si on va avoir des problèmes aussi lorsqu'on utilise par exemple Nikon qui n'a pas de mode S par exemple. Et je me suis habitué à le faire du coup. Ouais, bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Fujifilm. Ils ont aussi, bien évidemment, cet intérêt que moi, j'ai pas forcément avec la marque, c'est ces boîtiers à réglage organique, un peu comme les argentiques. Mais les argentiques avaient une raison d'être comme ça, et des hybrides numériques ne l'ont pas. Alors, c'est pas pour juste dire que vous avez tort, c'est juste qu'il y a des gros défauts pratiques à avoir des molettes physiques sur un boîtier qui est censé pouvoir marcher pour faire des réglages rapides et pouvoir faire de l'animalier ou du sport. Parce que c'est très... Enfin, moi j'aime bien aussi avoir une approche beaucoup plus sensuelle, on aime son boîtier et on est beaucoup plus en phase avec sa photo, on prend beaucoup plus son temps, on peut régler son boîtier lorsque le boîtier est éteint, ça c'est absolument vrai. Sauf que le problème c'est que pas de mode custom et aller passer, comment dire ça, faire de la photo à un 2 millième de seconde et après repasser à un centième de seconde. À chaque fois vous devez tripoter vos molettes plutôt que de passer d'un mode custom à l'autre. Et donc moi, même ayant fait de l'argentique, je trouve ça quand même plus pratique d'avoir nos boîtiers modernes avec nos petites molettes et nos indications en fonction des modes qui vont être différentes. Et en plus, ça implique un problème qui a été résolu entre guillemets par Fujifilm, c'est qu'en vidéo, c'est bien de pas avoir ces réglages photo. Donc on a quand même cette possibilité d'avoir le réglage molette en vidéo, le molette, réglage molette au lieu des roues, voilà, on va dire ça comme ça.
mais c'est toujours un petit peu du bricolage. Il reste que par contre, en termes de réglage organique, les Fujifilm sont quand même meilleurs que ce que fait le Nikon ZF. Donc moi je vais m'arrêter là-dessus sur Fujifilm et passer maintenant du coup à Sony. Du coup j'ai le boîtier le plus lourd du monde dans la main pour faire du vlog. C'est bien pour l'entraînement, mais je vais avoir des côtes qui me font très mal ce soir. Et j'ai quand même déjà, comme j'ai fait beaucoup de musique, j'ai mal dans le poignet droit, gauche. Pardon. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on passe à Sony. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé. Ce qui est assez marrant avec Sony, c'est la marque que je trouve qui fait le mieux beaucoup de choses, mais c'est la marque où je me perçois de plus en plus que c'est tellement juste un outil pour bien faire des choses que même quand j'ai envie d'en parler là, je n'ai pas trop pour moi, c'est des machines qui marchent très bien, mais j'ai pas trop d'affect avec. Par exemple, quand je parle de défauts de fabricants, c'est vraiment parce que j'aimerais que ces appareils photo marchent et que j'ai une relation avec eux où j'ai vraiment envie de m'y intéresser. Sony, c'est un peu le truc où tout est vraiment bien fait. J'aimerais avoir certains réglages Sony sur d'autres boîtiers, mais c'est vraiment pas le fun, hein, Sony. Sony fait tout bien, hein, ils ont les meilleurs capteurs qui existent, ils ont toujours fait les meilleurs capteurs grâce à Nikon, hein. C'est pour ça que je suis passé chez Nikon du temps des réflexes, parce que la dynamique par rapport au Canon était 20 milliards de fois mieux, et je pèse mes mots, hein, c'était exceptionnel. Je me souviendrai toujours du jour où j'ai eu mon D7000, et j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pu faire sur mon 6D en termes de monter des lumières et retrouver le ciel. J'étais là, putain, on peut faire ça avec un appareil photo. Et du coup maintenant, Nikon fait ça bien, enfin Sony fait ça bien, mais d'autres font ça bien. Les couleurs sont bien sans être forcément toujours exceptionnelles, hein. C'est ça qui est marrant, c'est qu'elles sont correctes. Ça, c'est vrai, j'ai toujours dit, Sony a les couleurs les plus correctes qui puissent exister, mais il n'y a pas forcément cet ajout de peps qu'on aurait par exemple chez Nikon, qui reste la colorimétrie que j'ai toujours préférée, qu'ils ont retrouvé d'ailleurs, puisque je ne l'avais pas retrouvé sur le Z6, mais reste que Sony, même si je suis en train un petit peu de dire des choses contre eux, il reste vraiment exceptionnel dans la façon de gérer absolument toutes les phases de leur appareil photo. Leurs capteurs sont vraiment exceptionnels. L'autofocus Sony photo et vidéo, c'est le meilleur qui existe. On peut faire ce qu'on veut avec l'autofocus. Et pourtant, c'est les autofocus en vidéo, par exemple, qui ont, même si ça a augmenté, le moins de réglages basiques qui existent. En fait, un autofocus Sony, c'est ça que j'adore, contrairement à Canon, c'est que ça marche quoi qu'il arrive. Et vous avez juste à, tiens, là, il faudrait peut-être qu'il soit un petit peu moins rapide, ou il faudrait qu'il chope un petit peu plus vite le sujet. Vous allez régler. Mais de base, il fait ce qu'on lui demande, et il le fait de très bonne façon, directement, ce qui n'est absolument pas le cas de d'autres fabricants. Et je vois ça maintenant de plus en plus, les meilleurs autofocus ont très peu de réglage de sensibilité. On a juste un réglage de sensibilité pour la vitesse et juste un réglage d'accroche pour savoir s'ils vont changer de sujet. Ils ne font pas comme Canon où vous avez des choses qui vont changer si vous faites les choses d'une certaine façon, ce que je trouve vraiment assez dommage et Fuji aussi pour le coup. Et donc voilà, vraiment Sony en plus avec la dernière génération de la 7R5 et de la 9III, ils ont rajouté la sensibilité de l'attraction au sujet du collimateur autofocus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un nom que j'ai un peu inventé, mais en gros vous pouvez, parce que avant moi ce que je fais par exemple, c'est que dès que je veux pas le sujet, je désactive la détection du sujet parce que je l'ai sur un bouton sur mes Sony. Je peux pas le faire sur le Nikon d'ailleurs, c'est un peu chiant. Je l'enlève quand je veux faire du suivi. Là, vous pouvez dire au boîtier, suivant telle distance du collimateur que j'ai choisi au sujet, tu ne te préoccupes pas du sujet. Ce qui est vraiment génial. Moi, je veux avoir ça dans tous mes boîtiers. Et du coup, Sony, de ce côté-là, c'est assez parfait. Après, maintenant, ils font du time-lapse, Sony, ce qu'ils n'ont jamais fait jusque-là. Donc, je vais arrêter de bouger mes cheveux parce qu'il ne veut pas se remettre. Donc là c'est vraiment quelque chose d'assez agréable. Et du côté de la vidéo, certes on a ce problème de tout faire en 16/9, d'avoir juste du 8K, du 4K.
Mais on a le même problème chez Nikon, ça c'est marrant, hein, Nikon de faire exactement comme Sony, comme si vous étiez Sony. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est juste que les Sony font tout bien, le log est super, le SNQ, c'est vraiment mon mode que j'adore. En fait, c'est ça qui me fait pas quitter Sony, c'est d'avoir tout le temps mon appareil photo branché pour faire, comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, pour faire mes tests de surchauffe. C'est imparable, l'appareil photo ne surchauffe pas, au moins dans ce mode-là. Et c'est fiable comme de pas possible un Sony. Ça marche tout le temps, il n'y a pas de bug, c'est absolument parfait. Sony, ils ont cette politique de firmware assez spéciale qui n'existe pas, hein. Le firmware, c'est le nouvel appareil photo qui va sortir. Et puis c'est tout. Donc c'est toujours un petit peu étrange. Ça donne envie d'acheter des nouveaux produits. Donc Sony s'y retrouve vachement là-dedans. Mais en plus maintenant, on va avoir des firmwares payants. Par exemple, ça fait grand bruit, il y a un firmware qui va sortir juste pour la 7.4 où vous pouvez régler vos grilles comme vous le voulez. Par exemple, si vous voulez faire des photos ou même des, je ne sais pas si ça marche en vidéo, des vidéos dans des formats spécifiques, vous allez pouvoir intégrer et même avoir la possibilité de créer vos formats. Mais c'est une mise à jour qui coûte 150 € alors que ça devrait être gratuit, voilà, tout simplement. Et donc, comme je parlais de Sony, on va un petit peu passer au dernier. Et à ma grosse surprise de cette année, oui, c'était pas Panasonic pour moi, parce qu'il y a des choses qui font que moi j'ai besoin d'en avoir un appareil photo qui vraiment est une extension de moi, et je m'y retrouvais pas forcément toujours dans le Panasonic S5 Mark IIX. Là où ce qui m'a le plus étonné, c'est cet appareil photo là qui est vraiment trop lourd, mais qui me pousse à faire des sports et qui est de mieux en mieux au fur et à mesure que je l'étudie et que je m'en sers, même s'il n'a pas d'écran orientable et que c'est embêtant. Et donc parlons maintenant de Nikon. J'aimerais bien pouvoir me poser. D'ailleurs il va faire nuit, donc il va falloir que je fasse attention, parce que tout ici, là, quand il fait nuit, quand je me promène par là-bas, et ben il y a des sangliers partout ici, qui ne sont pas là de jour, évidemment, sinon je les verrais, qu'ils soient cachés. Mais voilà, donc Nikon, niveau optique, ils sont grave améliorés dans le temps. Alors on peut toujours les singer pour dire que ils ont des optiques Tamron, mais Tamron a toujours fait des optiques pour tout le monde, hein, à savoir que si vous ne le savez pas, Tamron fait les optiques Batis, voilà, donc ça c'est dit, même si c'est sous supervision de Zeiss, sous formule optique donnée par Zeiss et après modifiée pour faire de l'autofocus et pour avoir une bonne résolution sur des appareils photo modernes, ça reste du Tamron. Ce qu'a toujours fait Nikon, et je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de caché, c'est avant de demander des optiques à leurs propres spécifications, enfin, caractéristiques, comme ce que fait au final Zeiss pour les Batis, enfin plus maintenant puisqu'ils ne vont plus faire d'optique pour les hybrides. Mais c'était vraiment que des optiques Nikon, vous ne les retrouviez pas ailleurs. Et là, à voir par exemple leur 17-28, leur 28-75, leur 70-180, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui tiquent. Mais, et d'ailleurs c'est quand même un petit peu plus cher, donc c'est ça le principal problème, mais il y a quand même un gros avantage, c'est que c'est des optiques Nikon. Donc ça veut dire que Nikon s'engagera toujours à mettre à jour ses optiques tant que la monture Z existera. Ce qui n'est pas forcément le cas suivant les contrats que chacun a avec les fabricants tiers. On n'est pas à l'abri qu'un jour Sony dise allez vous faire voir à tout, à Samyang, à n'importe qui, ce que fait par exemple Canon. Mais voilà, c'est des optiques Nikon, donc vous avez l'occasion d'avoir une optique quand même moins chère que des 70-200, des 24-70 ou le 14-24. Et en même temps, vous avez une bonne qualité et une optique qui est garantie quand même, au moins sous garantie Nikon, voilà, tout simplement. Et donc de ce côté-là, c'est une démarche que je trouve assez rigolote, parce que c'est vrai de se dire, c'est quand même des optiques Tamron les gars, mais ça marche quand même de ce côté-là, et il y a quand même une sélection d'optiques qui est plutôt pas mal. Et pour moi, ce qui est le plus intéressant chez Nikon, c'est son côté téléobjectif, où vous avez 600 f6.3, 800 f6.3, donc peut-être pas forcément mieux que ce qu'on aurait avec un zoom comme le 180-600, voilà. Mais
du coup, on a une nouvelle gamme qui permet à des gens à la fois de se fidéliser chez Nikon, et je trouve que c'est une très très bonne stratégie, même si on n'est pas là juste pour parler de voilà, c'est qui vend le mieux ces appareils photo, mais c'est quand même quelque chose d'assez agréable à la fois de payer moins cher, même si ça reste très cher, et d'avoir quand même quelque part une pérennité de Nikon, hein, parce que qu'on se le dise tous, hein, moi personnellement, j'aime bien investir dans des trucs où je sais que demain, eh ben, je vais quand même pouvoir continuer à acheter des objectifs et des trucs, et si je me retourne en arrière, de pouvoir revendre mon appareil photo sans qu'on me dise bah, non, ça ne sert à rien, ton appareil photo il se vend plus, et puis ta marque elle se vend plus. Donc voilà, du côté optique c'est intéressant, et du côté tout le reste, tout ce que fait l'appareil photo, le Z8 fait tout bien, il n'y a rien qui fait mal, à part le fait d'être exactement comme un Sony A7R5, avec le capteur empilé qui est vraiment génial, mais d'avoir de l'H265 en 8K, 24p, 400 mégabits par seconde en 4.2.0. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes caractéristiques que ce que fait la 7R5 dans son 4K et le A9 du coup. Enfin le A1, pardon, j'ai dit l'A9. Donc c'est marrant, mais il y a quand même l'avantage sur le Z8 d'avoir quand même ces définitions en ProRes et en NRAW, de pouvoir avoir le 4,1K, donc 4,126 ou 163, je ne sais plus, et le 8,3K pour quand même avoir de la réserve, ou quand même pouvoir faire son cinéma 4K en ayant beaucoup moins de pertes, avoir les 120 images par seconde avec du line skipping, mais ce qui est assez étrange avec ce line skipping, c'est pour ça que je rapproche ça de Sony, je ne sais pas où ils sont allés chercher leurs algorithmes pour enlever des choses dans l'image, mais ça ressemble vraiment à ce que ferait Sony sur un A7R5 en 24 images par seconde du moins. C'est vraiment, la qualité est vraiment très très bonne, je ne vois pas le 120p. Ce que je verrais sur un Canon où c'est vraiment pas exceptionnel lorsqu'on est en 120 images par seconde. Là, c'est vraiment très très bon, on ne perd pas de dynamique. Certes, on a un bitrate qui est beaucoup plus faible, mais l'image, elle est vraiment de grosse qualité. L'autofocus est au rendez-vous, je vais quand même un peu défiler. Voilà, il n'y a aucun problème, hein. Il y a même ce mode qu'on a sur le R6 Mark II, on ne peut que faire l'autofocus sur les sujets détectés. Donc pour moi, le Z8, ça montre que Nikon, il est au niveau de absolument tout le monde. Après, moi, ce qui me fait un petit peu peur, et c'est juste ça sur lequel je vais finir avec Nikon, hein, parce que viseur exceptionnel, voilà, ça c'est dit. Même si, genre, quand j'entendais par exemple Damien dire oui, il a beau avoir 3,69 millions de points, c'est quand même un des meilleurs viseurs. J'étais là, ok, est-ce que c'est vrai? Et oui, c'est vrai. À la fois avec le capteur empilé, parce que c'est ça aussi qui apporte la réactivité du viseur du R3 aussi. Cette luminosité, mais luminosité dans le sens où l'image, elle est lumineuse, mais il n'y a pas de surexposition. C'est pas comme si vous avez juste amplifié le signal de votre viseur et que vous voyez rien dedans. Non, là, c'est vraiment, tout est correctement exposé, donc on a plus de nits ou je sais plus quoi. Et c'est vraiment très agréable. La photo qui est prise est exactement la même que la photo visionnée. Donc on a une cohérence dans le visionnage et dans la prise de vue qui est vraiment assez exceptionnelle sur cet appareil photo là. Mais après, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que sur un ZF, c'est la même chose? C'est ça qui me pose des questions. C'est pas en faisant deux super appareils photo que Nikon reviendra forcément. Donc c'est vraiment une proposition qui fait en sorte que Nikon va mieux aujourd'hui. Mais c'est là où je me pose des questions. Est-ce que dans le futur, ils arriveront quand même à assurer? Est-ce que ça sera une leçon pour continuer à faire des choses comme ça là, du côté de chez Nikon, et pas juste se dire maintenant on a gagné de l'argent comme Canon, on va essayer de refourguer nos appareils photo qui ne sont pas au niveau, et c'est comme ça qu'ils s'étaient fait avoir vis-à-vis de Canon, hein, parce que certains qui disent que Nikon était un leader technologique avant, c'est pas du tout. Clairement pas. Ils avaient un très bon autofocus, mais ils étaient quand même sujets à des gros problèmes d'argent notamment. Et donc voilà. J'espère que le futur de Nikon sera bon. Moi j'étais vachement étonné de ce Nikon Z8. J'espère que les Z6 III et tout ce qui arriveront après seront aussi bons. Mais voilà. Pour moi, Nikon, maintenant, c'est la marque que je trouve la plus étonnante de cette année, et j'espère qu'ils continueront
sur cette lancée. Et donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Parce qu'il y a certaines choses dont je n'ai pas dû parler, par exemple des problèmes de viseur Sony, à savoir la définition qui baisse par 2. Mais la visualisation était bonne. Et sur le Nikon, comme je vous l'ai dit, c'est comment dire ça, c'est j'ai perdu mes mots, c'est l'expérience qui est la plus, comment dire ça, cohérente, voilà, c'est ça. Mais peut-être pas avec une visualisation aussi bonne que ce qu'on aurait sur un Panasonic, mais c'est vraiment très très bien. Et donc pour moi, le Z8, c'est meilleur au final qu'un A7S3. Voilà, et donc si vous voulez une vidéo vous expliquant pourquoi, je la ferai peut-être. Et bon, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.